comme vous le savez, c'est la deuxième conférence Squad. La première ayant eu lieu chez M6 il y a quelques temps. On a choisi de s'intéresser ce soir aux nouvelles frontières de la diffusion OTT, à savoir celles qui vont permettre de dépasser les limites du modèle actuel, avec toute cette 4K qui arrive, qui va déferler, qui va éclater la bande passante des uns et des autres. Donc on s'est dit, il y a 3 mois de ça, sur LinkedIn, sur le groupe de discussion, le topic que Ludo avait lancé sur le multicast pour OTT en parlant d'Octoshape, ça pouvait faire un bon sujet pour s'intéresser de plus près aux technologies en question. Ça partait sur le multicast. Et essayer de comprendre ce que ça allait pouvoir nous apporter, quels seraient les use cases et quelles seraient les problématiques que ça pourrait éventuellement résoudre pour la diffusion OTT. Entre temps, on s'est dit, Damien, salut Damien, bien. On s'est dit, tiens, quitte à parler de nouveaux modes de diffusion, autant y associer le peer-to-peer, qui est un peu le deuxième serpent de mer avec le multicast dans la vidéo sur IP depuis pas mal de temps. Et du coup, voilà, on en est arrivé à bâtir ce programme avec les différents intervenants que vous allez pouvoir avoir la chance d'écouter ce soir, qui vont partager leur expérience dans ce qui est de la mise en place, le développement et la mise en place de systèmes de diffusion hybride, qui s'appuient à la fois sur l'unicast traditionnel, mais qui associe également le multicast, le peer-to-peer, le HTML5, le WebRTC, le IMBMS. Vous allez voir des différents use cases, plutôt pour du fixe, plutôt pour du mobile. Et je pense que ça va être vraiment intéressant. On va pas parler de Dash, désolé Ludo. C'est vrai, écoutez. Le peer-to-peer, c'est pas en Dash. Ouais, si c'est en Dash. C'est en Dash, mais... Ah oui. Donc dans l'ordre. On va avoir Nivedita Nouvelle de Broadpeak qui va venir, comme vous le voyez, nous faire un retour d'expérience sur un déploiement de leur solution NanoCDN qui s'appuie sur le multicast, les gateways de l'opérateur. Ensuite, Claude Serra. Claude, es-tu là? Claude. Je l'ai pas vu. Claude, j'espère qu'il va arriver. Sinon, on intercalera, on changera éventuellement un peu l'ordre. On essaiera de s'adapter. Donc Claude Serra de Exploit, qui est une société spécialisée en streaming mobile, qui viendra nous présenter les dernières avancées en broadcast LTE, IMBMS avec Flute, Dash, FEC, enfin tout un tas de petites abréviations sympas qui va, je pense, te faire un plaisir de nous expliquer. Wendell Simon de Télécom Bretagne nous a préparé une présentation sur 10 ans de recherche académique autour du peer-to-peer. Et ça nous fera, je pense, une belle introduction pédagogique pour la présentation de nos amis de Streamwood qui vont nous faire un petit retour d'expérience sur ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, donc en streaming peer-to-peer, WebRTC, HTML5, Dash, enfin state of the art. Je pense qu'on a la chance ce soir, en première exclusivité mondiale, d'avoir la première démonstration de leur système de streaming pour le live. Jusqu'à présent, c'était pour de la VOD. Donc on n'est pas à l'abri d'un effet démo, mais normalement ça devrait le faire. Et enfin, Julien Privé d'Akamai clôturera la session et nous présentera l'approche hybride de la diffusion OTT que Akamai est en train de mettre en place ou designer, en tout cas ce sur quoi Akamai travaille pour un nouveau modèle de CDN. Et juste pour finir, les remerciements d'usage, mais néanmoins importants. Donc, en premier lieu, Télécom Paris Tech qui nous accueille. Hello. Qui nous accueille ici ce soir. On a changé d'amphi et du coup c'est un peu plus confortable, donc c'est bien. Merci à Jean Lefebvre et à Romain Boucaud de nous avoir aidés justement pour la mise en place de cet événement chez Télécom Paris Tech. Et voilà, un grand merci à tous nos intervenants qui ont pris la peine de préparer des présentations, des démos et de venir nous voir et présenter leur dernière réalisation. Et voilà, et enfin dernier remerciement à toute la squad, en particulier à Olivier, Yann, Ludo, qui s'acharnent pour faire marcher un stream sur YouTube. Peut-être qu'on va y arriver avant la fin de la conf, mais c'est pas gagné. C'est un hackathon en fait. C'est un hackathon, là c'est juste pour faire un stream live. Donc on va enlever le haut de Online du French Code, ça va être du BF Squad. Donc voilà, sur ce, je vous demande d'accueillir chaleureusement Nivedita qui va nous
présenter son bonsoir à tous, merci de votre présence pour ces lieux. Moi je suis Nivedita Nouvel, je suis directrice marketing chez Broadpeak, donc qui est une société spécialisée dans tout ce qui est streaming vidéo, donc on fabrique des serveurs, des CDN pour les opérateurs, ainsi qu'un sélecteur de CDN, plus pour les fournisseurs de contenu. Donc ce dont je vais vous parler ce soir, c'est un petit peu un retour d'expérience autour d'une solution qui est un petit peu l'exclusivité chez Broadpeak, qui est le Nano CDN. Je vais vous dire un petit peu dans le cadre du déploiement en fait, qu'on a effectué, qu'est-ce qui a conduit l'opérateur à travailler avec nous, quelles sont les problématiques technologiques que la solution a permis de lever, et vous faire un petit retour d'expérience par rapport à ce projet. Alors, l'objectif de l'opérateur, quand il a cherché en fait à mettre en place sa solution de streaming vidéo, son objectif c'était vraiment de pouvoir distribuer des services vidéo sur du multi-écran sur Internet. Donc le multiscreen c'était vraiment le point de base, le point de départ du service qu'il souhaitait offrir. Son objectif c'était également de fournir ce service donc, de manière efficace, rapide et rentable. Donc, pour on va dire, rester dans le cadre de l'offre compétitive qu'il voulait mettre en place. Et l'autre point fort par rapport à son besoin, c'était de pouvoir supporter des événements live générateurs de force d'audience. Donc avec toute la problématique de pic qui est liée à ce genre d'événements. Notamment quand on parle d'objectifs sur des événements un peu typiques, c'est tout ce qui va être Coupe du Monde, JO, ce genre de choses. Donc c'était vraiment le cadre dans lequel l'opérateur souhaitait développer son projet. Alors quels étaient ses besoins? Donc en termes d'efficacité d'utilisation de la bande passante, ça c'était le premier point, puisque tout le transfert de contenu média jusqu'au réseau domestique se fait en RF, donc vraiment jusqu'au foyer. L'autre point important, c'était la scalabilité, puisque là, on se retrouve typiquement quand on adresse des solutions pour le live, la distribution de live, l'obligation de gérer une notion de pic, donc de pic d'audience qui est plus difficile à prévoir que ce qu'on peut avoir pour la vidéo à la demande. Également, la qualité d'expérience côté utilisateur, donc l'objectif étant de pouvoir fournir des flux de qualité sur tous les différents appareils qu'il peut y avoir au sein du foyer. L'objectif pour l'opérateur étant de commencer avec du format HLS, donc à destination aussi bien de set-top box que tablette et de smartphone, avec une évolution qui est prévue sur d'autres formats ultérieurement. Si on se reporte un petit peu aux expériences passées, la vraie problématique quand on parle de live, c'est vraiment le support des pics, les pics de consommation qui demandent un pic en bande passante quand on est sur des technologies un petit peu traditionnelles de delivery et de streaming, donc quand on parle de unicast. Ce qui a drivé chez nous, chez Broadpeak, un petit peu la conception de la solution Nano CDN, c'est aussi ce genre de constat, hein, quand on regarde ce qui s'est passé au cours des JO. Ça montre un petit peu l'impact des pics et la taille des pics qu'ils peuvent représenter par rapport à une consommation standard. Donc on voit hein, à l'époque des JO de Londres, le trafic moyen a été multiplié par 7 au moment où il y avait des pics d'usage. Si on reprend un petit peu plus en détail les contraintes de l'opérateur, alors on peut expliquer un petit peu deux types de contraintes. Il y a vraiment les contraintes par rapport au service que va mettre en place l'opérateur, et ensuite les contraintes qui sont liées à l'expérience utilisateur, donc la qualité de l'expérience de l'utilisateur. Si on regarde les contraintes, donc l'objectif pour lui c'est d'avoir vraiment un service qui va être compétitif pour un coût limité, donc la maîtrise des coûts c'est vraiment un point essentiel. De diffusion sécurisée, puisqu'on parle typiquement de contenu à forte valeur ajoutée. Donc on a besoin d'avoir cette notion de sécurisation qui est assurée de bout en bout de la chaîne de delivery. Et le multi-écran, puisque c'est ça vraiment la tendance, hein, tous les usages le montrent, l'accès en fait à tous ces contenus-là sur différents devices, que ce soit PC, tablette, smartphone, c'est vraiment ça qui est un des drivers de la consommation de la vidéo. En termes d'expérience utilisateur, à quoi s'attend en fait l'utilisateur qui va faire usage de ces services? Donc un court temps de démarrage, c'est ce qu'on appelle le start-up time, hein, le fait d'avoir accès à la vidéo rapidement. La continuité du service, donc surtout quand on parle de live sur du sport ou des choses comme ça, on va avoir le petit symbole de buffering qui s'affiche au moment où le but va être marqué ou au moment où la ligne va être franchie, c'est ce qu'il y a de plus insupportable.
Le contrôle du direct, donc ça aussi, hein, c'est des choses auxquelles on est habitué au travers des différentes offres IPTV qui existent et qu'on trouve maintenant dès qu'on consomme de la vidéo, le fait de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir faire pause, de reprendre où on le souhaite. Faible latence, donc là aussi quand on parle du live, c'est quelque chose qui est important, le fait de ne pas avoir, de minimiser un petit peu la différence de temps temporel qu'il va y avoir entre le moment où la vidéo s'affiche et ce qui se passe en temps réel. Effectivement, entendre les voisins crier au but alors que nous on est encore 30 secondes derrière, bon, ça peut être un petit peu problématique. Et puis évidemment la qualité de service, donc là quand on parle de qualité de service, la qualité de la vidéo dans ce cadre-là, donc avoir une image nette, de meilleure qualité possible. Donc ça c'était un petit peu le cahier des charges au niveau de ce que peut demander et exiger l'opérateur qui cherche à mettre en place une solution de streaming vidéo. Alors pourquoi Broadpeak en fait ce qui a un petit peu conduit l'opérateur à choisir Broadpeak pour ce déploiement-là, ça a été la technologie nano-CDN. C'est vraiment la solution qu'on met en place pour optimiser en fait la diffusion des flux live grâce à l'usage du multicast. Donc je vais expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. La problématique étant que quand on est sur du live OTT, en général, on se retrouve à faire du unicast comme en vidéo à la demande, c'est-à-dire que chaque utilisateur va avoir son propre flux, ce qui implique de base une multiplication des flux et une grosse charge au niveau du réseau. Donc nous, c'est en travaillant sur cet aspect-là qu'on a essayé de mettre en place notre solution. Donc le principe du nano-CDN, comment ça fonctionne? Donc ça repose en fait sur les home gateways. Donc les home gateways, c'est les box qu'il y a chez vous quand vous êtes abonné à un opérateur. C'est tout ce qui va venir rendre un petit peu le service en lien avec la set-top box, qui va assurer la téléphonie, la voix, également la réception de la vidéo. Alors, quelque chose qui est important sur ces home gateways, c'est que ce sont des devices qu'on appelle qui sont always on, c'est-à-dire une fois qu'ils sont dans le foyer, en fait, ils sont toujours actifs. Alors, pourquoi on s'appuie sur ces home gateways? C'est pour réussir en fait à transformer des flux multicast qui sont reçus au sein du foyer, les repasser en unicast pour que ça soit fait de façon complètement transparente par rapport aux devices qui sont eux au niveau du foyer. Donc c'était vraiment ça un petit peu le cadre dans lequel on va travailler pour la mise en place de la solution du nano-CDN. Si on regarde un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, donc là en fait sur ce diagramme vous avez les différents composants de la solution. Donc en fait on retrouve au niveau de la home gateway le petit BPK qu'il y a là, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'agent Broadpeak. En fait c'est ce qui va tourner vraiment au sein du foyer en lui-même. On trouve en fait le pendant qui est le serveur transcaster, donc qui lui va être en charge de faire toute la transformation unicast vers multicast. Et on a tout en haut le serveur médiateur qui lui va venir gérer la popularité des contenus par exemple, pour dire l'objectif étant de mettre dans le système nano-CDN les chaînes qui sont les plus populaires. Puisque le but c'est pas forcément de mettre l'ensemble des chaînes tout en multicast, parce qu'on sait que les ressources multicast sont chères également. Donc là l'objectif c'est de vraiment mettre dans le système du nano-CDN les chaînes qui sont les plus populaires. Donc du coup comment ça fonctionne? En fait le médiateur lui contrôle le serveur de transcaster, donc pour lui dire quelles sont les chaînes qu'il doit passer en multicast. Ces chaînes-là en fait sont reçues en HLS standard, c'est-à-dire on vient se placer derrière un encodeur ou derrière un serveur d'origine fonctionnant en mode push. Donc là, c'est ce qui va établir en fait le streaming multicast, puisque le serveur transcaster a converti l'unicast en sortie de l'encodeur ou du serveur d'origine en multicast. Et au niveau de l'agent Broadpeak, lui il va venir convertir le multicast qui est reçu en unicast, donc là en l'occurrence en HLS standard, pour que les devices donc compatibles HLS puissent recevoir le contenu sans qu'il y ait aucune modification à faire à ce niveau-là, donc au sein du réseau domestique. Donc ça c'est, on va dire un petit peu en résumé comment fonctionne le principe de la solution. Donc en fait, donc là on a vu la vue fonctionnelle, là c'est la vue un petit peu en termes de réseau pour voir vraiment où se situe le gain à ce niveau-là. Si on regarde en fait au niveau du diagramme plus global, là où avant on avait plein de streams unicast qui devaient aller jusqu'à chaque utilisateur,
Là on voit en fait la mutualisation permise grâce au multicast qui est faite dans le cœur du réseau. Du coup c'est uniquement, puisqu'on est en multicast jusqu'à la Home Gateway, on vient en fait économiser tout ce qui va être, on va dire, ressources réseau dans le cœur du réseau. Donc c'est là que se situe vraiment tout l'intérêt de la solution et c'est ce qui permet vraiment d'apporter la scalabilité et les économies dans le delivery de la vidéo live. Donc du coup, si on reprend un petit peu les contraintes dont on avait parlé plus tôt, qui étaient les contraintes de l'opérateur, comment est-ce qu'on les a adressées? Donc la notion de coût limité pour des services compétitifs, donc là en fait on vient réutiliser les Home Gateway, éventuellement les set-top box qui sont déjà déployés, donc il n'y a pas besoin en fait de déployer de nouveaux équipements par rapport à ça. On vient réutiliser des capacités de multicast qui sont en place pour l'IPTV, donc là vraiment on s'adresse à des opérateurs qui ont déjà leur propre offre IPTV, qui vont pouvoir utiliser cette capacité multicast de leur réseau pour venir fournir des solutions, du streaming OTT également. Et le plus important, c'est la gestion des coûts, parce qu'il n'y a pas d'effet pic. Grâce à l'usage du multicast, qu'il y ait une personne qui regarde la vidéo, qu'il y en ait 10 000, la ressource qui va être utilisée dans le cœur du réseau sera la même, puisqu'il s'agit d'un multicast qui va tourner. Au niveau de la sécurisation de la diffusion, on est dans un domaine qui reste complètement sécurisé puisque il n'y a aucune implémentation spécifique au niveau de l'appareil et les contenus en fait qui sont DRMisés, le système fonctionne avec les contenus qui sont DRMisés. Donc la DRM en fait, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été embrouillé au niveau de l'encodeur, au niveau de la tête de réseau, tout le système traverse le nano CDN sans qu'on touche à rien à ce niveau-là, et du coup au niveau du device, quand la réception se fait, on reste sur la déDRMisation qui est faite, le désembrouillage qui est fait basé sur la façon dont ça avait été embrouillé au niveau de la tête de réseau. Diffusion multi-écran, alors là c'est vraiment le but du nano CDN, donc on est 100% standard au format de streaming, donc ça fonctionne en HLS, en Microsoft Smooth Streaming, en Dash, et du coup de l'autre côté, les encodeurs sont également des encodeurs standards. Et l'intérêt, c'est également qu'il n'y a aucune modification à faire côté player. Si on prend un player standard, donc en l'occurrence sur un player HLS, on va avoir en fait le système qui fonctionne, puisque c'est bien du HLS qu'on va récupérer en sortie de la Home Gateway. Au niveau de l'expérience utilisateur, donc il n'y a pas de buffering supplémentaire qui est introduit au moment du démarrage. Donc ça en fait c'est lié au fait que quand on lance la session, à ce moment-là on se place en unicast. On est un petit peu sur les mêmes principes que ce qu'on connaît en IPTV quand on doit faire du temps de démarrage rapide. Mais c'est bien entendu, au lieu de garder toute la session en unicast, elle va passer en multicast par la suite, mais pour assurer un temps de démarrage rapide, on commence en unicast. La continuité de service, là en fait elle est assurée puisqu'on bénéficie de tous les avantages du streaming adaptatif. Donc quand on parle de HLS, de Microsoft Smooth Streaming, de Dash, on est en streaming adaptatif, avec la bande passante utilisée qui s'adapte en fonction de ce qui est vraiment disponible. Donc c'est ce qui permet d'assurer la continuité de service avec éventuellement une dégradation, un changement de layer quand on a des limitations en termes de bande passante, mais pas d'interruption de service. Le contrôle du direct, alors lui il reste totalement possible. Il y a deux façons de fonctionner sur le contrôle du direct, notamment quand on parle de contenu live, où là l'usage dit que ce dont on va vraiment avoir besoin, c'est du network time shifting en fait, on va revenir en arrière de l'ordre de quelques minutes pour revoir un but par exemple, ou revoir une action un petit peu précise. C'est l'usage le plus courant de ce contrôle du direct. Donc à ce niveau-là, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité si, au niveau de la Home Gateway, il y a un espace de stockage suffisant, d'avoir un buffer au niveau de la Home Gateway qui va pouvoir, en fonction de la capacité de stockage, garder les 15 dernières minutes, par exemple, de contenu. Donc ça permet de rester, en fait, pendant tout au long du système, de rester en multicast, puisque là, l'usage qu'on va avoir, en fait, du flux personnel, va être streamé uniquement à partir de la Home Gateway. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'impact au niveau du réseau. Autrement, si on est sur des Home Gateway qui n'ont pas de capacité de stockage, dans ces cas-là, on gère simplement le fait de repasser en unicast
pour assurer le delivery du contenu un peu personnalisé lié au contrôle du direct en time shifting. En ce qui concerne la latence, alors dans le système, il n'y a pas de latence supplémentaire introduite par le nano-CDN. Il y a une latence un petit peu inhérente à l'usage de tout ce qui est format d'adaptive bitrate, puisque le chunking demande à ce qu'il y ait de la bufferisation qui soit faite, donc qui introduit de fait un retard. Mais en tout cas, le système nano-CDN n'introduit pas de retard supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà avec les formats d'adaptive bitrate. Et en termes de qualité de service, donc là aussi il y a un gain en fait mécanique de la qualité de service, puisque au lieu en fait d'avoir à prendre en compte la bande passante qui peut être dégradée entre le serveur d'origine et le device, on va uniquement prendre en compte ce qui peut se passer entre le device et on va dire le réseau Edge. Donc on vient supprimer en fait une partie de l'impact qui pouvait venir dégrader davantage le signal. Donc mécaniquement en fait, on va être plus souvent présent dans les couches plus hautes en termes de bande passante, ce qui assure en fait une meilleure qualité de la vidéo qui va être reçue par le device final. Donc les bénéfices pour l'opérateur, donc là du fait de gérer en fait les pics, on va savoir, indépendamment de la consommation, absorber en fait tout l'usage qui est fait même en cas d'audience exceptionnelle. La solution, on a vu qu'elle était conforme aux standards de streaming, et du coup donc on n'a rien besoin de changer, que ce soit au niveau de la tête de réseau ou au niveau des appareils qu'on utilise pour lire les contenus. Et en termes de sécurité, encore une fois, comme on est compatible avec, on est transparent par rapport à la DRMisation, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si on regarde un petit peu donc une représentation de ce que ça donne en termes d'économie, on voit très facilement, dès qu'on commence à regarder un petit peu les coûts réseau qui sont induits par la gestion d'une grande quantité de flux unicast quand on est en streaming OTT traditionnel, là où en fait on a une augmentation de l'OPEX qui est liée à la consommation, là en fait l'OPEX ne va pas changer en fonction de la consommation. Donc on va avoir quelque chose de plat par rapport à quelque chose qui augmente de façon linéaire avec l'usage. Et ça se traduit également en termes de consommation électrique, puisque on ne va pas tous ces équipements réseau en fait, auxquels on ne va pas être obligé de faire appel, c'est aussi du gain en termes de coût par rapport à l'électricité qui est nécessaire pour faire tourner ces équipements. Donc au niveau des différentes phases du projet, concrètement comment ça se passe avec le client. Donc la première étape a consisté à une évaluation théorique de la solution, c'est-à-dire vraiment d'expliquer en quoi consistait le nano-CDN. Donc c'est vrai que c'est quelque chose par une approche assez nouvelle par rapport en tout cas à ce que les opérateurs ont l'habitude de faire pour de l'OTT. Donc il a fallu bien expliquer en quoi ça consistait. Le deuxième point, c'est l'intégration avec les home gateways, puisque en fonction des home gateways qui sont choisis par le client, il faut qu'on s'assure que l'agent qu'on va pouvoir déployer dessus fonctionne pour assurer le passage multicast vers unicast. Donc ça se fait en accord avec c'est le client en fait qui donne la liste des home gateways avec lesquels il souhaite qu'on soit intégré. L'étape suivante, c'est la mise en place dans le réseau de l'opérateur, avec vraiment cette fois le test dans un environnement réel du multicast. Donc là, il s'agit de mettre en place toute la chaîne complète et de pouvoir, à partir de la tête de réseau, lancer la vidéo et pouvoir qu'on la récupère effectivement au niveau des devices finaux. Et l'étape, donc ça c'est l'étape qui est en cours actuellement, c'est le déploiement en lui-même pour venir assurer le service du client. Alors là je vous ai parlé d'un petit peu du live multiscreen qui a été le focus de ce qu'on a fait pour le client en termes de déploiement. On a un certain nombre on va dire de concepts sur lesquels on est en train de travailler également autour de cette notion de nano-CDN. Le nano-CDN étant comment en fait venir utiliser la home gateway pour étendre le CDN jusque dans le foyer des utilisateurs. Donc là voilà, c'est les sujets sur lesquels on travaille actuellement. Donc c'est le pré-cache de la vidéo à la demande, donc pour améliorer en fait cette fois tout ce qui est VOD, pouvoir utiliser le fait de pousser des vidéos populaires sur les home gateway.
Autre scénario, c'est la réutilisation du flux multicast IPTV. Donc dans ces cas-là, vraiment reprendre exactement ce flux-là pour pouvoir, en monolayer, l'envoyer sur les autres écrans pour faire du multiscreen à partir de ce flux IPTV. L'autre point, c'est la gestion de la bande passante dans le réseau domestique. Là, on parle un petit peu de tout ce qu'on va pouvoir gérer au niveau de la bande passante au sein du foyer, prioriser tel ou tel écran par rapport à tel ou tel autre, garantir en fait la vidéo sur un écran par rapport à un autre. Et le dernier sujet sur lequel on travaille, donc, qui est intéressant aussi, hein, c'est tout ce qui est transparent caching. Donc le fait de pouvoir cette fois gérer non seulement les contenus qui sont managés et contrôlés par un opérateur, mais également les contenus qui viennent du pur Internet. Donc avec un certain nombre de problématiques qui ne sont pas uniquement techniques, qui sont aussi légales par rapport à la neutralité du net, etc. Donc c'est encore un autre vaste sujet, alors ça fera peut-être l'objet d'une autre présentation. Mais en tout cas, c'est des sujets qu'on regarde aussi dans le cadre de ce qu'on peut faire avec le nano-CDN. Voilà, je vous ai parlé de ce qu'on pouvait faire, je vais terminer avec qui on est, rapidement. Donc en fait, la Broadpeak, on a été fondée en 2010, hein, on est un spin-off de Technicolor, donc spécialisé, comme je vous le disais, dans tout ce qui est distribution, gestion de la vidéo, donc très axé sur l'innovation, hein, c'est comme ça qu'une petite société peut faire la différence par rapport à des grosses entreprises établies sur le marché. Donc voilà, on a un certain nombre de récompenses qu'on a gagnées, mais surtout plus important, des clients qu'on a gagnés pour lesquels on a déployé nos solutions. Donc on est basé à Rennes, en France, on a aussi un bureau commercial à Paris, ainsi qu'à Singapour. Et donc nous on s'adresse vraiment en fait aux opérateurs réseau et aux fournisseurs de contenu, avec pour objectif de les aider à distribuer tout leur contenu vidéo, donc avec la meilleure qualité d'expérience possible pour les utilisateurs finaux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Une question qu'on se posait, c'est si vous avez 3 tablettes dans le foyer qui est connecté, vous allez chercher 3 fois le flux. On a 3 iPads, même caractéristiques. Oui, alors si c'est le même contenu, là il sera récupéré qu'une seule fois. Si en fait c'est 3 tablettes qui sont en train de regarder la même chaîne en même temps, donc là dans ces cas-là il y aura qu'un seul flux qui sera récupéré. Évidemment, s'ils sont en train de regarder plusieurs contenus différents. Si la bande passante qui est disponible n'est pas la même, à chaque fois elle se dégrade et ils ne sont pas sur les mêmes profils, on est d'accord qu'on ira chercher 3 fois le flux quand même. Alors justement, c'est pour ça qu'on couple cette solution avec tout ce qui est gestion de bande passante au niveau du foyer. Puisque là, en fait, on va pouvoir venir dire s'il y a un écran qui est prioritaire par rapport à un autre, ou est-ce qu'on veut que tous les écrans soient équivalents et que du coup, s'il y a une charge en fait, qui augmente en termes de bande passante nécessaire au sein du foyer, qu'il y ait une dégradation en fait, qui va être de façon à garantir l'optimum sur chacun des devices. Mais le but, c'est par exemple de pouvoir se dire qu'on veut privilégier, si on parle d'une télévision connectée, donc on va peut-être vouloir privilégier cet écran-là par rapport au petit téléphone. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire également. Et en gérant des règles au niveau de ce qui est implémenté dans le gateway Voilà, exactement. Si on a 3 devices avec des techniques de streaming différentes, on va chercher 3 fois le contenu pour aller 3 fois... Oui, alors on a des réflexions aussi sur le fait d'avoir des traitements plus poussés au niveau des home gateways. Donc on parle notamment de faire de la transformation de format au niveau des home gateways, ce genre de choses. Nous, notre analyse par rapport à ça, c'est que la solution telle qu'elle existe, elle a un impact minimum au niveau des home gateways, que ce soit en termes de mémoire ou en termes de processing power. Ça, c'est un petit peu la contrainte qu'on s'est fixée, nous, pour pouvoir vraiment rendre le service, on va dire, compatible avec les exigences des opérateurs et également avec les exigences des fabricants des home gateways. Maintenant, on peut imaginer dans le futur, avec l'amélioration en fait, des capacités des home gateways, d'avoir de plus en plus de traitements qui seraient faits en local et pourquoi pas, du coup, faire de la transformation. On entend parler aussi de transcoding carrément au niveau de la home gateway. Moi, des échos que j'ai eu par rapport à ça, c'est que c'est quelque chose qui ne plaît pas non plus forcément, enfin vous allez peut-être me dire le contraire, mais qui ne plaît pas forcément aux fournisseurs de contenu, qui veulent en fait maîtriser la qualité de ce qu'ils offrent à leurs utilisateurs, qui veulent maîtriser l'encodage qu'ils font. Le fait d'avoir
cet encodage, transcodage qui est fait au niveau de la Home Gateway, c'est quelque chose qui peut leur poser problème. Donc c'est pour ça, nous, au niveau de la solution, on ne touche pas en fait en termes de processing au contenu, on délivre vraiment ce qui a été mis en place au niveau de la tête de réseau, donc ce qui a été fourni par les ayants droit. Et c'est vraiment ça qu'on transmet avec un format adaptatif qui a été décidé. Comment sont remontées les statistiques? Alors, au niveau des statistiques, on a un équipement qui s'appelle le BKA, en fait, qui est notre serveur d'analytics, qui permet de récupérer toutes les informations d'usage. Donc en fait, c'est la Home Gateway qui en elle-même est capable d'avoir toutes ces informations, et c'est ça en fait qu'on va pouvoir afficher au niveau de l'interface globale. Je ne vais pas revenir sur le schéma, mais en fait on a un équipement central qui est le médiateur, qui lui en fait va recevoir toutes les demandes de streaming. Donc comme il se retrouve en fait au courant de tout ce qui se passe, lui il va savoir dire cette session-là elle a été délivrée en nano CDN, cette session-là elle a été délivrée en unicast de façon traditionnelle, et c'est ce qui permet derrière de construire des analytics joints, donc à la fois sur la partie multicast et sur la partie unicast. J'avais deux questions. La première, c'est quand vous comparez l'OPEX, le gain d'OPEX, c'est multicast jusqu'à plus de room, e-splitting local versus les 3 tablettes qui font de l'OTT jusqu'à la source, jusqu'à l'origine. Voilà, en fait, ce qu'on a calculé là vraiment, c'est le coût réseau, donc dans le cœur du réseau. C'est-à-dire que dès que vous avez des données du gigaoctet, il y a un coût du gigaoctet en fait dans le cœur du réseau. Donc c'est ça en fait qu'on a calculé par rapport à un scénario où on a tant de milliers d'utilisateurs. Ce que je veux dire, c'est que cet opérateur ne faisait pas multicast avant. Pas pour ses contenus OTT. Il en faisait pour son contenu IPTV, mais donc ça en fait qui est un petit peu traditionnel. Mais pour l'OTT, dès qu'il s'agissait de fournir des services sur iPad ou sur le multiscreen, c'est là en fait qu'on vient. L'idée étant vraiment de réutiliser, puisque nous c'est un peu notre cœur de métier, de bien connaître l'IPTV chez les opérateurs. Donc l'idée c'est vraiment de réutiliser ces techniques-là pour de l'OTT également. La deuxième question, c'était, vous avez parlé d'adaptatif et de multicast devant. Comment ça se passe? Vous envoyez systématiquement dans le flux multicast la totalité des qualités? C'est une hiérarchie? Oui, en fait, voilà, c'est bien comme ça qu'on fait. Alors, on peut avoir soit un multicast avec l'ensemble des flux, soit un multicast par flux en fonction des capacités multicast, du nombre d'adresses multicast qui sont disponibles chez l'opérateur. Mais dans l'idée, c'est pour ça qu'on ne dit pas en fait que ça va être uniquement un multicast qu'on va envoyer de façon globale quand on veut faire de l'adaptif. C'est possible, bien sûr, si on veut rester monolayer par exemple. Mais si on veut garder tout le bénéfice de l'adaptatif, si on veut avoir 5-6 layers, il y aura 5-6 multicasts. Et par contre, la Home Gateway fera un join, en fait, ne s'abonnera qu'à celui qui est demandé de façon traditionnelle par le player. Donc à la fin, il n'y a qu'un seul multicast qui sera vraiment reçu par la Home Gateway, c'est juste une question d'abonnement. Mais tous les manifestes qui réclament... Les devices switch en même temps sur la Home Gateway. Alors, du coup, c'est là où intervient la gestion de la bande passante au niveau de la... Voilà, exactement. C'est là où on peut, de façon intelligente, venir dire, soit on donne vraiment ce qui est demandé et ça peut switcher à n'importe comment, soit on a la connaissance en fait de ce qui est déjà présent et en fonction des règles qui ont été fixées, on va soit réutiliser ce qui est déjà présent pour minimiser l'impact en termes de bande passante, soit on va redemander encore quelque chose de différent. Au niveau du manifeste variant, c'est la gateway qui va le générer à la volée en fonction de ce qu'elle reçoit ou ce qu'elle voit pouvoir recevoir en termes de flux multicast, ou c'est à l'origine? En fait, c'est à l'origine, c'est-à-dire le manifeste, voilà. Lui l'encodeur, en fait, il a généré le manifeste avec tous les débits qui sont disponibles. Ce manifeste, c'est lui qui est envoyé. Le player, lui, il a accès à tous les débits qui sont disponibles. Et il va venir choisir un fonctionnement complètement traditionnel à ce niveau-là. D'accord, donc si vous voulez limiter pour qu'il ne puisse pas choisir des qualités. Donc là, par contre, ça demande à ce qu'il y ait un contrôle qui soit fait à ce niveau-là. Un filtrage du manifeste. Un filtrage, voilà, exactement. Et la solution étant probablement le manifeste dynamique pour ne l'envoyer que ce qu'on a envie de... Voilà, exactement. Et donc 5 profils, 5 adresses multicast sur le backbone de l'opérateur.
C'est voilà. Alors c'est bon. Là, je sais qu'il y a deux façons. Je sais qu'il y a deux façons de faire. Hein. Là, il faudrait que je vois plus dans le détail comment ça peut fonctionner. Mais en tout cas, il y a la possibilité, c'est effectivement de faire 5 adresses multicast pour les 5 layers. Mais je crois qu'il y a également une possibilité pour avoir une seule adresse multicast. Mais techniquement, il faut que voilà, il y a un petit quelque chose à faire à ce niveau-là. Vous arrivez à en négocier combien des adresses multicast auprès des opérateurs? Alors là, c'est pas nous qui les négocions, hein, c'est l'opérateur lui-même qui décide. Enfin, en fait, nous, on fournit la solution à l'opérateur et c'est lui qui va décider de combien d'adresses multicast il va allouer au service du nano CDN. C'est pour ça que c'est ce que je disais un petit peu en préambule. Typiquement, si l'opérateur a, je sais pas, 200 chaînes dans son catalogue, il ne va pas mettre 200 chaînes en nano CDN. Ce qu'il va faire, c'est choisir les 2, 3, 5, 10 plus populaires en fonction du nombre justement d'adresses multicast qu'il veut attribuer à ce système-là. Et ce sont ces chaînes-là qu'il va pouvoir mettre dans le nano CDN. Sachant que ça peut être fait de façon dynamique, c'est-à-dire il peut dire, ben, moi en fait j'ai de la place pour 10 ressources multicast, et du coup de façon dynamique on va venir, le BKM, hein, le médiateur qui est au courant en fait de la popularité des chaînes, va savoir dire, ben, cette chaîne-là, elle est en train de devenir populaire, donc je vais la passer en nano CDN. Donc c'est lui qui maîtrise en fait vraiment ce qu'il veut faire au niveau de l'utilisation de ces ressources multicast. Quelles sont les contraintes techniques d'intégration de l'agent dans les set-top box existantes? Alors là en fait tout le travail qu'on a fait, ça a consisté à créer en fait un applicatif. Donc on appelle ça agent, mais agent n'est peut-être pas le bon terme, hein, c'est vraiment une application qui tourne au niveau de la Home Gateway et qui permet donc de faire la transformation multicast vers unicast. Donc en termes de contraintes, elles sont relativement légères. Donc sur les tests qu'on a fait avec des Home Gateway, en termes de CPU, on prend 4% du CPU. Et en termes d'impact, l'agent en lui-même, c'est tout petit, hein, c'est de l'ordre de 200 kg en termes de stockage au niveau de la Home Gateway. Et puis après, on va avoir, en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont la taille des chunks, qui sont le débit de la vidéo, on va avoir une empreinte plus ou moins forte au niveau de la Home Gateway. Mais ça reste en fait très léger à ce niveau-là. Donc là, en fait, on a travaillé avec différentes marques de set-top box, de Home Gateway, qui sont drivés par les projets sur lesquels on se positionne. Et on mutualise en fait tous ces développements, puisque même s'il y a un grand nombre de Home Gateway, les reference design se répètent aussi. Hein. Donc quand on discute avec Broadcom, quand on discute avec tous ces gens-là, une fois qu'on fait les développements, on arrive à mutualiser toutes ces parties-là. Et est-ce que pendant le live, quand l'utilisateur revient en arrière, vous stockez un tampon de quelques minutes au cas où ils reviennent, plutôt que de revenir en session unicast à l'origine? Voilà, donc ça en fait c'est une possibilité au niveau de la Home Gateway. C'est-à-dire qu'on a vu aussi bien des Home Gateway qui n'avaient aucun stockage. Donc dans ces cas-là, quand on doit décrocher du direct, il n'y a pas d'autre façon de faire que de revenir en unicast. Par contre, s'il y a un espace de stockage qui permet, donc c'est l'espace de stockage qui va déterminer quelle est la part on va dire, du temps où on revient en arrière, qui peut être streamé à partir directement de la Home Gateway, donc du coup ça n'a pas d'impact sur le réseau, hein, puisque le contenu il est déjà en local, soit qui va nous demander à re-switcher en unicast derrière. Donc c'est la contrainte en fait au niveau de la Home Gateway qui fait qu'on va fonctionner de telle ou telle manière. Sachant que encore une fois c'est complètement transparent pour l'utilisateur, puisque lui, si on a la capacité de stocker par exemple 15 minutes dans la Home Gateway, lui tant qu'il va faire, je reviens en arrière, d'un temps qui est inférieur à 15 minutes, ça va être streamé directement à partir de ce qui est stocké dans la Home Gateway. Si jamais il remonte d'une demi-heure, là on va passer en unicast. Mais tout le modèle en fait repose sur le fait que statistiquement l'usage fait que on va plutôt sur les événements live qui nous concernent revenir en arrière d'un temps qui est limité. Donc c'est vraiment toute cette modélisation là qui fait qu'on est... Alors, quelque chose qui est quand même très important, c'est que le système ne fonctionne jamais tout seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'unicast derrière. Et on sait toujours en fait revenir sur de l'unicast dès qu'on arrive sur la personnalisation de contenu. Donc le système en fait il est vraiment hybride. C'est-à-dire on gère que ce soit les chaînes non populaires,
ou n'importe quelle problématique qu'il peut y avoir, on sait le gérer en unicast, on a ces serveurs qui sont disponibles. Et c'est le cœur du système, là où se trouve l'économie, c'est vraiment quand on arrive à mutualiser pour faire du multicast qui est le fonctionnement standard, on va dire, dans 90% de l'usage qui va être fait du système. Oui, je me suis engueulé pour utiliser de l'anglais, mais là je ne sais pas faire autrement. C'est une question sur la scalability. Donc clairement quand on est en unicast, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu as quelques métriques à nous donner au Brésil ou ailleurs, enfin, quel sens ça a ce genre de solution par rapport à une solution live TV, enfin, effectivement, je peux nous parler de la scalabilité. Alors, du coup, la scalabilité, en fait, à quel moment elle va intervenir dans la solution? Il y a, on va dire, il y a deux moments en fait où on a besoin de faire appel à la scalabilité. C'est déjà d'une part quand on va venir faire du zapping, donc quand on va venir changer une chaîne ou démarrer un service. Donc c'est là en fait, c'est ce que j'expliquais, en fait le démarrage se fait en unicast. Donc on a besoin pour justement ne pas se retrouver à attendre 10 secondes que l'accrochage en multicast se fasse. Enfin, ça c'est des choses qu'on connaît sur le PTV, même quand on fait du live, il y a toutes les notions de fast channel chain, etc. qu'on se retrouve à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on démarre en unicast. Donc il y a quand même une petite part de scalabilité qui est liée au démarrage et au zapping qu'on doit savoir gérer en unicast. Donc ça c'est le premier point. Oui, mais sur 1 million d'abonnés, tout le monde ne doit pas être en train de changer à tout moment. Oui, exactement. C'est pour ça que là où avant on se retrouvait à gérer tout le monde qui pouvait faire ce qu'il voulait en unicast, là on estime, c'est l'ordre de, on sait gérer 10% par exemple de zapping simultané. Donc on va dimensionner par rapport à ça. Ça c'est un des inputs. Et donc le deuxième, c'est ce que je disais, c'est la délinéarisation, qui là implique qu'on repasse en unicast, et avec la scalabilité qui est du coup liée à... mais qui sont plus des métriques d'usage. Donc là en fait on discute aussi avec les opérateurs, c'est eux qui nous disent moi j'estime que mon temps passé mon taux de zapping simultané de temps, ou que mon taux de passage en mode délinéarisé est de temps. Donc ça fait partie de ce qu'on intègre comme information pour mettre en place le système. D'autres questions? Oui. Comment ça se passe pour une chaîne dont on sait qu'elle va avoir le soir un pic de consommation et dans la journée une consommation relativement basse? J'imagine que ça ne vaut pas le coup forcément d'utiliser des nano-CDN toute la journée. Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire une transition sans couture entre oui. Parce qu'en fait, quand on a le médiateur qui est un petit peu le chef d'orchestre et tout ça, on peut aussi venir débrayer ce mode et venir allouer à un moment donné telle chaîne, dire là, ça y est, elle est en nano-CDN. Donc toutes les personnes qui auront commencé à regarder le contenu en unicast, elles vont rester préalablement en unicast. L'idée c'est de le faire suffisamment tôt, c'est-à-dire si on fait dans la demi-heure qui précède l'événement, là on va pouvoir, toutes les personnes qui vont venir s'abonner au flux, celles-là bénéficieront du nano-CDN. Donc en fait du point de vue de leur décodeur, elle voit un plan de service qui est différent selon le cadrage de la chaîne au moment de la période de pic. Alors, c'est pas vraiment, on ne parle pas vraiment de plan de service quand on est en ETT. Là, c'est plutôt l'adresse sur laquelle on va venir se connecter. Et donc tout ça, c'est géré au niveau du CDN lui-même. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, à 19h30, si j'appuie sur ma touche 4 de ma télécommande, je suis avant... C'est un exemple. Si j'appuie sur ma touche 4 de ma télécommande à 19h30, je ne suis pas encore dans la période de pic. Donc je vais accéder à une adresse qui ne sera pas l'adresse à laquelle je vais accéder si j'appuie cette même touche 4 à 20h30. Voilà. Tout à fait. Sauf que 4, c'est tout le temps un pic. On peut dire ça aussi. Ça, c'est... Mais, là, dans les premiers... du premier retour d'expérience qu'on a, les opérateurs en fait sont plutôt prêts à dire moi je connais de toute
façon mes 3-4 chaînes les plus populaires, et puis je bouge pas et je reste sur ces 4 chaînes que je passe en mode nano CDN. Et on verra après si vraiment il y a des pics d'usage sur d'autres chaînes qui font que j'ai besoin d'eux. Donc ça, nous, on saura le gérer. Mais dans un premier temps, en tout cas, on est vraiment sur une optique de je maîtrise, enfin je connais en fait les exigences de mes chaînes. Il y en a quelques-unes que je passe dans ce mode-là et ça reste minimum. Avant de conclure, peut-être une dernière question. Est-ce qu'on va bientôt avoir du nano CDN chez un opérateur français? Alors, je veux dire en métropole peut-être? Alors, je sais pas, on a notre responsable sales qui est là, qui... Je suis autorisé à commenter. Voilà. Bon, bravo, bravo. Un tour d'envers peut-être tout à l'heure. Ok, bah merci Nivisita et bravo pour ce retour d'expérience.